Esrarengiz bir kazı Mersin Tarsus'ta özel harekat ablukasında bir evde tam 6 aydır kazı yapılıyor. Ne arandığını ise neredeyse kimse bilmiyor. Mersin Tarsus. Imaginez qu'une rue ordinaire soit soudainement isolée du monde entier par des policiers, des forces spéciales et des unités de renseignement portant des armes à canon long. Des tireurs d'élite sont placés sur les toits des bâtiments. Toute la zone est entourée d'immenses bâches bleues. Le gouverneur de l'époque, le préfet et même les députés ne sont pas autorisés à y entrer. Hayatım ben milletvekiliyim. Daha önce de geldim aç. Selon les déclarations officielles, seuls quelques morceaux de cruche cassés étaient recherchés. Cependant, la vérité se trouvait à plusieurs mètres sous terre. Nereye kadar gidiyor bu? Kaç metre gidiyor bu derinliği? Burası 14 metre. 14 metre aşağı kadar gidiyor. Tarsus n'est pas une ville anatolienne ordinaire. C'est une porte de passage avec une histoire d'environ 10 000 ans, ayant accueilli des empires comme les Hittites et les Romains. C'est le lieu de naissance de Saint Paul, l'une des figures les plus importantes du monde chrétien. Elle a été témoin de l'un des plus grands amours de l'Antiquité, la rencontre de Cléopâtre et de Marc-Antoine. En d'autres termes, c'est une terre où lorsque vous creusez, reposent des secrets qui pourraient changer le cours de l'histoire. Cette sombre histoire a commencé en 2011, des années avant la fermeture de la rue. Une femme arménienne non identifiée est venue à Tarsus avec une carte au trésor qu'elle prétendait avoir héritée de ses ancêtres et a conclu un accord avec des chasseurs de trésors locaux de la région. Selon la carte, il y avait un sarcophage géant sous terre. La femme voulait une ceinture en or et 3 vieux livres enveloppés dans des plaques de plomb à l'intérieur du sarcophage, laissant le reste du trésor aux chasseurs de trésors. La zone de fouille a été déterminée. La structure présentée dans les médias comme la Maison Rouge pendant des années était en réalité une grande diversion. La véritable cible était une maison en pisé de 2 pièces, non peinte et délabrée, située juste derrière la Maison Rouge. Les chasseurs de trésors ont négocié avec le propriétaire Ahmed I, ont loué cette maison non peinte en payant 10 fois sa valeur et ont commencé à creuser le sol depuis l'intérieur de la maison. Mais peu de temps après, l'équipe de chasseurs de trésors est entrée en désaccord. L'un des membres du groupe s'est rendu à la police et a dénoncé les fouilles et l'équipe. La police a d'abord effectué un contrôle sur les lieux, mais n'a rien trouvé. Là-dessus, le chef de la police de l'équipe a pris une décision obscure et non officielle. L'officier de police Mithat Erdal a été infiltré dans l'équipe de fouille, agissant exactement comme un chasseur de trésors. Erdal transmettait les informations qu'il obtenait de l'intérieur à ses supérieurs, mais cette affectation n'avait pas été faite avec un document officiel, seulement verbalement. Il n'était donc pas sous la protection de l'État. En novembre 2011, les chambres souterraines ont été atteintes. La scène à laquelle ils ont été confrontés était quelque chose de sans précédent en Anatolie. Un sarcophage géant de 7 à 8 mètres de long, d'une hauteur arrivant aux épaules d'un humain. Une tombe aussi gigantesque n'était pas construite pour des rois ordinaires en Anatolie, mais seulement pour des personnages très spéciaux et importants, comme c'est le cas pour la longue tombe du prophète Josué à Beykoz. Les reliefs qui s'y trouvaient le confirmaient également. La figure de la Vierge Marie tenant un bébé dans ses bras, un homme avec un bâton, un groupe ouvrant les mains vers le soleil et une corne sous 2 figures animales. Ces motifs étaient une référence évidente au prophète Moïse à l'incident du veau d'or sur le mont Sinaï, ou du moins pour autant que nous le comprenions. La nuit même où le couvercle de ce sarcophage devait être ouvert, la police a fait une descente sur les lieux et a arrêté tout le monde. Cependant, il a été écrit dans les rapports de l'incident que rien n'avait été trouvé sur le site. Pourtant, Mithat Erdal était à l'intérieur et avait personnellement vu que les 3 livres mentionnés par la femme arménienne, 32 chandeliers et des coupes en or avaient été retirés. Il avait en sa possession un CD contenant les images de toutes les pièces. Il a expliqué la situation à sa femme et a dit que ses supérieurs avaient détruit ce trésor et qu'il irait à Ankara pour porter plainte. Mais il n'a pas pu y aller. 11 jours après les arrestations, Mithat Erdal a été abattu d'une balle dans la tête. Le dossier a été étouffé en disant que c'était arrivé en plaisantant. Son épouse, Sibel Erdal, n'a pas pu faire entendre sa voix pendant des années. Non pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'on lui barrait constamment la route. Cette psychologie de réduction au silence dans laquelle elle était tombée a continué jusqu'au 15 juillet 2016. Après les événements du 15 juillet qui ont profondément secoué la Turquie et constitué une tentative du coup d'État militaire visant à s'emparer de l'État, une grande purge a eu lieu au sein des institutions, car une structure illégale infiltrée dans l'État était en train d'être démantelée. Le chef de la police de l'époque qui était impliqué dans les fouilles de Tarsus et qui avait couvert le meurtre a également été renvoyé et arrêté au motif qu'il appartenait à cette structure. Dès que Sibel Erdal a compris qu'il n'y avait plus personne devant elle pour la faire taire, elle a écrit une lettre au président de la République. C'est après cette lettre que la véritable fouille officielle de l'État qui a transformé la rue en champ de bataille
avec les bâches bleues et les tireurs d'élite a commencé en 2016. La rue a été fermée et l'agent qui s'est dressé devant le député Aytu Atıcı, lequel voulait entrer dans la zone, lui a claqué la porte au nez en disant « Nous sommes ici pour faire une affaire nationale !» Selon Atıcı, cette personne était manifestement un membre des services de renseignement. Bir adam geldi, dedi ki ben dedi bu kazının sorumlusuyum. Konuşmalarımızdan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olduğunu anlamamak imkansız. Çok kolay anlaşılabilirdi. Uzunca anlattı ve dedi ki bu kazı bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından takip ediliyor. Ve Tayyip Bey 10 gün içinde açıklama yapacak. Ve bana dedi ki sayın milletvekilim bu dedi milli bir meseledir. Uluslararası bir meseledir. Sizden istirham ediyoruz. Bu konuyu çok fazla basınla paylaşmayın. Bir 10 gün bekleyin. Ben de peki hay hay dedim madem milli bir mesele, uluslararası bir şey bekleyelim. Bekledik. 10 ay geçtiği halde hiçbir açıklama yapılmadı. Sonra üstüne gidince tabii çok rahatsız oldular. Ve orada yaptığım araştırmalarda bu işin ucunun Vatikan'a dayanabileceğini, orada sempolün taşıdığı İncil'in aranmakta olduğunu, hatta bundan yıllar önce Vatikan'ın böyle bir talebi olduğunu, resmi olarak buna izin verilmediğini öğrendim. Uluslararası bir kriz olmasın diye de çok dillendirmedim. Des théories du complot volaient de toutes parts, affirmant que l'évangile de Barnabé, le trésor de Dakianus de l'époque romaine, une ancienne ville souterraine ou une porte ouvrant sur d'autres dimensions y avaient été retrouvés. Alors que les yeux publics étaient tournés vers cette fameuse maison rouge, les véritables grandes expéditions se faisaient au milieu de la nuit, depuis la partie où se trouvait la station-service dans la rue arrière. Le récit d'un témoin oculaire donnant la chair de poule. De gros camions bloquant la rue s'étaient approchés la nuit, et un objet de forme carrée recouvert d'un tissu semblable à du velours avait été sorti par la porte arrière. L'objet sous la couverture brillait même dans l'obscurité. Ce qui brillait était probablement une cloche en verre. Pourquoi un trésor inestimable était-il transporté dans une cloche en verre fragile au lieu de coffre lourd et protégé? La réponse pourrait être cachée dans la nature de la chose qui s'y trouvait. L'une des théories les plus solides était que ce qui avait été extrait était l'arche d'alliance mentionnée dans le Coran et les textes religieux. Il était dit que cette arche, contenant les tables des 10 commandements donnés au prophète Moïse, possède une énergie électromagnétique si puissante qu'elle ne peut être touchée à main nue. Le verre était le matériau le plus logique choisi pour isoler cette énergie. Peu de temps après la fin des fouilles, le président de la Turquie a visité le Vatican pour la première fois après exactement 59 ans de pause. Le Vatican, quant à lui, a fait une déclaration défensive à l'époque sortie de nulle part du type « Nous n'avons rien à voir avec les fouilles archéologiques de Tarsus », presque comme une réponse à une question non posée. 2 ans après cette rencontre, Sainte-Sophie, un centre millénaire pour le monde chrétien, a perdu son statut de musée et a été rouverte au culte en tant que mosquée. Aucune des grandes réactions politiques et sanctions attendues du monde chrétien n'est arrivée. La nuit de l'ouverture de Sainte-Sophie, l'un des symboles géants projetés dans le ciel était l'Arche d'Alliance. Aujourd'hui, si vous allez dans le quartier de 82 Evler à Tarsus, vous ne verrez ni ces bâches bleues, ni ces policiers lourdement armés, ni cette fameuse maison rouge utilisée pour faire diversion, ni la maison en pisé non peinte où les fouilles ont été menées. Tout a été démoli et seule une station-service a été construite à la place. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude quelle part de ce secret, qui a coûté la vie à Mita Terdal, relève de la théorie du complot et quelle part constitue la pure vérité.